À travers le voile du temps, Mitchell Morgan apparaît encore comme une vision d'élégance figée dans la lumière du noir et blanc. Dès les premières secondes où elle surgit à l'écran, quelque chose se fige dans le regard du spectateur. Ce mélange de douceur et de distance, d'innocence et de secret. On la disait née pour le cinéma, et peut être le cinéma lui-même s'est-il inventé un peu autour de son visage. Fille d'un homme d'affaires ruiné et d'une mère discrète, la jeune Simone Roussel voit son enfance s'étioler entre Dieppe et Neuilly-sur-Seine. La mer grise de Normandie, les silences familiaux, les rêves d'évasion, tout cela forge chez elle une mélancolie précoce, un goût du beau teinté d'inquiétude. À 15 ans, elle prend un train pour Paris. Sans fortune, mais avec une détermination qu'on ne soupçonnerait pas derrière ce regard clair. Elle fréquente le conservatoire, pose comme modèle, observe les gestes des grands acteurs. À 10 à 7 ans, elle décroche un premier rôle dans Gribouille, puis vient Le Quai des Brumes. Là, face à Jean Gabin, elle devient Nelly, une jeune femme blessée dont la tristesse éclaire la nuit. T'as de beaux yeux, tu sais. Cette réplique scelle son destin. En un instant, Michelle Morgan cesse d'être une actrice. Elle devient une icône. Mais derrière cette ascension se cache déjà une tension intime. La gloire soudaine la glace. Elle n'a que 10 à 8 ans. Et déjà on la regarde comme un mythe. Les metteurs en scène la veulent fragile et parfaite. Elle sent qu'on lui vole son humanité. Dans les studios, elle travaille avec un sérieux presque religieux. Chaque geste, chaque mot est pesé. Pourtant, quand les projecteurs s'éteignent, c'est une jeune fille qui se demande si la beauté n'est pas une prison dorée. Les années suivantes confirment son talent, elle tourne aux côtés de Raimou, de Gabine, de Jouvet, son nom s'impose sur les affiches, mais ce n'est pas la célébrité qui la fascine, c'est la possibilité d'incarner des âmes tourmentées. Déjà, elle cherche la vérité derrière les apparences. Tandis que la France s'enfonce dans la guerre, Michel s'échappe vers d'autres horizons. Ses contemporains la voient partir comme on verrait partir un rêve, et dans son sillage reste un parfum d'irréel. Cette première partie de sa vie, faite de lumière et d'incertitude, annonce déjà tout le paradoxe Morgan. Une femme qui semble née pour être regardée, mais qui, au fond, ne supporte pas de l'être trop longtemps. Entre la jeune actrice émerveillée et la femme que le monde élèvera au rang de légende, il y a déjà ce pli invisible dans le regard, celui du doute. Et c'est peu être ce doute-là, plus que la beauté, qui la rend inoubliable. Quand la guerre éclate, la France s'assombrit. Et avec elle s'assombrit le regard de Michel Morgan. En 1940, elle quitte un pays occupé pour rejoindre les États-Unis. On lui promet des rôles, une carrière internationale, un avenir hollywoodien, la RKO lui ouvre ses portes, décors fastueux, robes somptueuses, flash des photographes. Pourtant, derrière les sourires figés, elle découvre une mécanique glacée où l'âme compte moins que l'image. Les producteurs américains, fascinés par son élégance française, veulent faire d'elle une héroïne romantique, mais ils ignorent sa profondeur. Michel, pudique, subtile, se heurte à l'exubérance d'un système qui ne la comprend pas. Elle tourne dans quelques films, pose pour des magazines, apprend l'anglais avec acharnement, mais son accent, sa retenue, son refus des excès hollywoodiens la marginalisent. Elle décline plusieurs scénarios où on lui demande de jouer la French Lover ou la mystérieuse étrangère. Pour elle, jouer sans sincérité serait une trahison. Elle préfère l'ombre à la compromission. Je voulais qu'on me voie autrement, pas seulement comme un visage, confiera-t-elle plus tard. Mais à Hollywood, la beauté est une monnaie d'échange. Et Michel ne veut pas la dépenser ainsi. Dans ce monde d'artifice, elle rencontre William Marshall, acteur et réalisateur américain. Il est séduisant, ambitieux, plus âgé, sûr de lui. Elle, fragile sous ses airs souverains, croit à la stabilité. Ils se marient en 1942. Ce mariage qu'on dit glamour se transforme vite en cage dorée. Marshall veut une épouse brillante mais docile, tandis qu'elle cherche un compagnon d'âme. Les disputes éclatent. Elle trouve refuge dans la peinture et dans le silence. Quand leur fils Mike naît en 1944, elle espère que la maternité calmera les tempêtes. Mais les fissures s'élargissent. Elle se sent seule, déracinée, étrangère à son mari comme à sa nouvelle patrie. L'Amérique l'étouffe. Derrière les collines de Beverly Hills, elle perçoit un vide immense. Les soirées mondaines la fatiguent, les compliments l'agacent. Ce qu'elle veut, c'est jouer vraiment, profondément. En 1948, après 6 années d'exil, elle quitte tout,
Hollywood, le luxe, le mariage. Elle rentre à Paris avec son fils, portant dans ses bagages un mélange d'amertume et de lucidité. Ce voyage de retour n'est pas un échec, mais une renaissance. Son retour en Europe marque la fin d'un rêve et le début d'une sagesse. Elle a perdu des illusions, mais gagné une indépendance. Ce séjour américain, souvent présenté comme un détour inutile, fut en réalité la forge où s'est trempé son caractère. Car c'est là, au cœur de la désillusion, que Michel Morgan a compris la valeur du refus. Refuser le faux, refuser la facilité, refuser de se perdre dans les miroirs. Et c'est ce refus-là, noble et têtu, qui fera d'elle non seulement une actrice, mais une conscience du cinéma. Le retour de Michel Morgan en France n'est pas celui d'une exilée humiliée, mais d'une femme qui revient vers sa vérité. Elle retrouve un cinéma en reconstruction, un pays meurtri mais avide de beauté, de poésie et de figures, capable d'incarner l'espoir. En 1946, son talent éclate à nouveau avec la symphonie pastorale de Jean Delannoy. Son interprétation, à la fois sobre et bouleversante, lui vaut le premier prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes. Ce trophée inaugural n'est pas qu'une récompense, c'est une réhabilitation. Le public français redécouvre son étoile, polie par les épreuves, plus lumineuse que jamais. Dès lors, Michel Morgan s'impose comme une figure d'équilibre dans un cinéma d'après-guerre, tiraillé entre tradition et modernité. Son jeu, fait de retenue et d'émotions contenues, tranche avec l'exubérance d'autres actrices. On loue sa diction impeccable, son élégance sans ostentation, son regard qui dit tout sans un mot. Elle tourne avec des réalisateurs prestigieux, de Jean Grémillon à Claude Autant-Lara, et explore une large palette de rôles, femme blessée, amoureuse stoïque, héroïne en quête de sens. Chaque film semble une nouvelle variation sur le thème du silence et du courage. Mais si la France célèbre son retour, Michel reste distante, elle donne peu d'interviews, fuit les scandales, ne cherche ni la gloire tapageuse ni les soirées de gala. Cette pudeur, rare dans le milieu, fascine autant qu'elle irrite. Certains critiques la trouvent froide, d'autres la comparent à une statue grecque. Elle ne répond pas. Sa force réside dans cette distance qu'elle entretient avec le tumulte du monde. Elle ne joue pas la star, elle la transcende. Dans les années 1950, son image atteint un raffinement suprême. On l'appelle la reine du regard, la dame du silence. Elle impose une autre idée du féminin, ni victime, ni provocante, mais souveraine. Son allure inspire les couturiers, sa voix inspire les poètes. Pourtant, derrière cette perfection contrôlée, une lassitude commence à poindre. Le poids du mythe devient lourd à porter. L'époque change, le public aussi. Le cinéma français s'ouvre à de nouvelles formes, plus nerveuses, plus audacieuses, et Michel, presque son temps de grâce, s'effiloche lentement. Mais loin de se battre contre cette évolution, elle choisit d'accompagner le mouvement avec dignité. Elle tourne moins, peint davantage. Elle se penche sur ses doutes, sur ses contradictions, sans jamais s'en plaindre. Dans son autobiographie Avec ces yeux-là, publiée en 1977, elle raconte sa vie sans amertume ni confession inutile. Pas de règlement de compte, pas de plainte, seulement un fil de vérité tissé entre pudeur et lucidité. Ainsi, après la gloire et la chute, vient la sérénité. Le cinéma l'a façonné, l'a adoré, puis l'a oublié, mais Michel Morgan n'a jamais cessé de garder la tête haute. Comme si, dans le miroir du monde, elle avait appris à ne pas confondre la lumière avec la paix. Derrière la beauté glacée et les rôles maîtrisés de Michel Morgan se cache une histoire d'amour à la fois éclatante et déchirante. La première fut celle tourmentée avec William Marshall. Ce mariage américain, né d'une promesse d'avenir, se transforma en prison élégante. Michel, blessée mais fière, en sortit meurtrie et méfiante. Ce premier échec sentimental la marqua profondément. Elle comprit que le charme pouvait être une illusion, et que la tendresse, quand elle n'est pas comprise, devient un fardeau. Pourtant, elle ne renonça pas à aimer. En 1949, de retour en France, elle croise le regard d'Henri Vidal. Il est bel homme, acteur fougueux, aussi fragile qu'orgueilleux. Entre eux, l'attirance est immédiate, presque électrique. Ils se marient l'année suivante, formant un couple admiré du grand public. Elle, l'élégance discrète, lui, la virilité blessée. Mais sous la surface du rêve, les fissures réapparaissent. Vidal, rongé par ses propres démons, sombre par intermittence dans les excès,
Michel tente de le soutenir, de le sauver même, mais son calme se brise face à cette passion destructrice. 10 ans de lutte silencieuse, d'espoir contrarié, d'amour et de douleur, en 1959, quand Henri meurt d'une crise cardiaque à 40 ans, Michel s'éteint en partie avec lui. Aucun cri, aucune larmichette publique, seulement ce regard désormais plus grave où la lumière semble vaciller. Les années qui suivent la voient s'enfermer davantage dans la réserve. Mais en 1960, le destin la ramène vers Gérard Doury, réalisateur à succès, homme d'esprit et de contradiction. Leur lien, d'abord professionnel, devient au fil du temps un compagnonnage d'âme. Ils s'aiment sans tapage, dans une entente discrète mais non exempte de blessures. Pendant plus de 40 ans, ils partagent la vie sans jamais se marier. Les liens sans papier durent parfois plus que les serments, disait-elle en souriant. Pourtant, même cette longue union connaît des ombres. Oury, absorbé par ses comédies, dirige d'autres actrices, plus jeunes, plus visibles. Michel, elle, rêve de rôles plus profonds, plus intérieurs. Elle confie dans une interview tardive, il y avait 2 carrières sous le même toit, mais pas toujours la même direction. Leur amour résiste, mais s'use doucement. Ce n'est pas la trahison qui la blesse, mais le désintérêt. Être vue sans être regardée, voilà le supplice qu'elle connaîtra le plus souvent. Et pourtant, malgré ses failles, Michel ne devint jamais amer. Ses amours, même tragiques, nourrirent sa force tranquille. Dans chaque perte, elle trouva un fragment de vérité. Dans chaque silence, une dignité. À la fin, c'est peu être cela qui la définit le mieux. Une femme qui a aimé sans s'exposer, qui a souffert sans s'effondrer, une souveraine de l'ombre dont le cœur battait fort mais dont la voix ne tremblait jamais. Au tournant des années 1960, Michel Morgan décide de ralentir, de s'éloigner des plateaux de tournage pour se rapprocher d'elle-même. Le monde du cinéma change, les jeunes cinéastes bousculent les codes, mais elle refuse de jouer à être moderne. Je ne voulais pas me réinventer, je voulais continuer à être moi. Cette phrase, prononcée des années plus tard, résume son attitude, une fidélité obstinée à sa propre mesure. Tandis que d'autres cherchent le bruit, elle choisit le silence. Tandis que la caméra s'agite, elle se tourne vers la toile. Depuis les années 1950 déjà, Michel peignait dans le secret de son atelier. Peindre, pour elle, c'était respirer sans témoin. Là où le cinéma impose un cadre et une lumière, la peinture lui offre la liberté d'explorer son monde intérieur. Ses toiles ne cherchaient ni gloire, ni reconnaissance, mais reflétaient une quête intime. Des visages mélancoliques, des paysages baignés de gris, des fleurs au bord de la disparition. On y retrouve ce même équilibre entre retenue et intensité, ce mélange d'élégance et de pudeur. Dans les rares entretiens qu'elle accorde, elle évoque la peinture comme un moyen d'aimer sans être vu. C'est peu être là, dans ce refuge silencieux, que Michel trouve enfin la paix qu'Hollywood et le cinéma français lui avaient refusée. Le pinceau remplace les projecteurs, la solitude devient un choix et non une fatalité. Son atelier à Neuilly-sur-Seine, baigné de lumière douce, devient un sanctuaire. Des amis proches racontent qu'elle y passait des heures, vêtue simplement, écoutant la radio, perdue dans la couleur bleue. Mais ce retrait n'est pas une fuite, c'est une philosophie. Michel observe son époque, les films, les visages nouveaux, sans jalousie ni regret. Elle sait que chaque génération efface la précédente. Elle l'accepte avec une grâce rare. En 1981, interrogée sur son absence des écrans, elle répond calmement. Le silence protège de l'amertume. Une phrase simple, presque stoïque, qui résume sa vision du monde. Elle ne veut pas qu'on la pleure, ni qu'on la célèbre, elle veut qu'on la laisse tranquille. Ce choix d'effacement volontaire intrigue la presse, mais fascine le public. On admire cette capacité à s'effacer sans disparaître. Dans une époque où tout se confesse, Michel garde ses secrets. Même son autobiographie, avec ces yeux-là, n'en révèle qu'une partie, des souvenirs choisis, des réflexions sur l'art, mais rien de scandaleux. Elle maîtrise sa narration comme elle maîtrisait son jeu, sans trop donner, sans trop cacher. Ainsi, peu à peu, la femme prend le pas sur l'icône. Dans le silence de son atelier, Michel Morgan cesse d'être une actrice pour devenir une présence, presque une idée. Celle d'une femme qui a compris que la vraie élégance, c'est de savoir quand s'effacer.
Les dernières années de Michel Morgan ressemblent à un crépuscule apaisé. Elle s'éloigne des plateaux, des caméras, des cérémonies, comme on ferme doucement une porte derrière soi. Ses rares apparitions publiques se font discrètes, presque évanescentes. En 1999, elle tourne pour la dernière fois et, sans le dire vraiment, tire sa révérence. Elle vit désormais entourée de quelques proches, de son fils Mike et de ses toiles. Loin du tumulte, elle goûte à la lenteur, à la lumière dorée des après-midi paisibles. À ceux qui lui demandent pourquoi elle ne revient pas, elle répond simplement « Je ne veux pas être une statue ». Mais ce retrait, que beaucoup interprètent comme une disparition, est en réalité un dernier rôle, choisi et écrit par elle. Michel Morgan n'a jamais aimé l'idée d'être une légende figée. Elle voulait être comprise, pas célébrée. Dans une interview tardive, elle confie « On m'a tant regardé que j'ai fini par préférer fermer les yeux ». Cette lucidité sans tristesse résume tout son parcours, l'art du départ avant qu'on ne vous y contraigne. Pourtant, la vie continue de lui imposer ses blessures. La santé décline, la mémoire se voile parfois, son fils, acteur sans grand succès, lutte pour exister à son tour dans un milieu impitoyable. Elle l'aime profondément, mais porte le regret de ne pas avoir su combler toutes ses solitudes. Des biographes rapportent qu'elle disait « J'ai transmis le silence plus que la gloire ». Dans cette phrase, on entend l'aveu d'une mère lucide, consciente que la pudeur est un héritage aussi lourd qu'une couronne. Le 20 décembre 2016, Michel Morgan s'éteint à Neuilly-sur-Seine, à l'âge de 96 ans. Fidèle à elle-même, elle quitte le monde sans éclat, dans le calme et la clarté. Pas de cérémonie tapageuse, pas de communiqué théâtral, juste un silence, un souffle. Son fils veille, quelques proches déposent des fleurs, et la presse, émue, redécouvre la légende. Les hommages affluent, Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, les institutions du cinéma saluent la reine du regard. La Cinémathèque organise une rétrospective et les salles obscures s'emplissent à nouveau de son visage, comme si l'absence elle-même avait rallumé la lumière. Dans son appartement, une lettre manuscrite repose sur un chevalet à côté d'un autoportrait. Elle y a écrit « Je ne regrette rien. Je voulais qu'on m'aime sans m'envahir. Pas de confession, pas de pardon public, juste la dignité tranquille d'une femme qui a su se tenir droite jusqu'au bout. » Ce mot, à lui seul, résume tout un siècle de retenue et d'élégance. Ainsi s'achève la trajectoire de Michel Morgan, une étoile qui s'est éteinte sans bruit, mais dont la lumière demeure. Car les vraies légendes ne disparaissent pas. Elles se fondent dans le silence, et c'est ce silence-là qui les rend éternelles. Michel Morgan fut plus qu'une actrice, une âme souveraine qui transforma le silence en art. De la gloire éclatante du quai des brumes à l'ombre choisie de ces dernières années, elle demeura fidèle à elle-même, refusant le vacarme des honneurs. Ses amours, ses blessures, sa pudeur construisirent une figure à la fois lointaine et bouleversante. En quittant la scène sans adieu, elle imposa une dernière leçon, la liberté du retrait. Aujourd'hui encore, son regard continue d'interroger, d'émouvoir, de hanter. Elle n'a pas disparu, elle s'est simplement tue,